Bon, je sais ce que vous allez vous dire. Oh joie, quelle surprise, encore un film avec Shia LaBeouf. Cela dit, je vous conseille de rester jusqu'au bout parce que vous pourriez bien être surpris. Et déprimé aussi, ça va aller avec. Peut-on vivre éternellement? Non, mieux. Peut-on rester jeune éternellement? L'impact nostalgique d'un film est-il bénéfique à notre existence ou peut-il conduire à notre perte? Une chose est sûre, en vous levant ce matin, vous ne pensiez pas décrypter le voyeur Shia LaBeouf de façon aussi délicate. Et pourtant, toujours parmi les longs métrages que j'emmènerai volontiers sur une île déserte, ce sont les questions que Paranoiac me pose, entre réécriture moderne d'Hitchcock et course contre le temps, celui que l'on ne peut rattraper. Car ce film est riche, très riche, bien plus que ce que l'on pourrait imaginer sur le fond, tout comme la forme. C'est pourquoi aujourd'hui, plus qu'une analyse filmique, zoom très personnel sur l'œuvre de D.G. Caruso, autour d'un enjeu simple: quelles sont les limites de la nostalgie? Paranoiac est-il symbole du film millénial par excellence, ou bien image lointaine de notre passé, dont la mélancolie pourrait nous détruire? Oui, j'ai grandi avec cette œuvre. Oui, rares sont les expériences filmiques m'ayant, quoi qu'on en dise, autant marqué. Alors messieurs, dames, et si votre voisin était un serial killer? Nous sommes en 2006, année cruciale dans la vie d'un homme, Shia LaBeouf. Fort de quelques longs métrages et après plusieurs années dans la peau de Louis Stevens, deux épopées confirment son statut d'étoile montante d'Hollywood. Transformers de Michael Bay et Paranoiac de D.G. Caruso. C'est d'ailleurs un autre cinéaste, j'ai nommé Steven Spielberg, qui deviendra passerelle indirecte entre les deux œuvres. Oui, hommage aux Fenêtres sur cour d'Alfred Hitchcock, le père Jurassic Park en personne entame l'écriture d'un scénario dès les années 90. La production ne souhaitant pas s'opposer à un autre remake, celui porté par Christopher Reeve en 1998, il est cependant laissé à l'abandon de nombreuses années, avant de le voir réécrit en 2004 et parrainé, entre autres, par le producteur exécutif Ivan Reitman. S'offrant les services de Caruso, salué pour ses débuts à l'écran et derrière la caméra de plusieurs séries comme The Shield, son casting intrigue rapidement la presse. David Morse, voisin psychopathe, Carrie Ann Moss, mère au foyer désespéré, José Pablo Cantillo, futur bras droit du gouverneur, et même Viola Davis rejoignent le projet. S'ajoute également Sarah Romer, que l'on ne reverra pratiquement jamais, et Aaron Yoo, que l'on ne reverra pratiquement jamais. C'est terrible. Non. Peu de temps avant le tournage, il ne manque donc plus qu'un homme au casting, Kyle Brecht, néo-voyeur à l'ennui chronique et personnage principal de l'œuvre. Là-dessus, c'est une nouvelle fois Monsieur Spielberg qui intervient. Alors que Caruso auditionne plus d'une cinquantaine d'adolescents pour le rôle, il lui propose Shia LaBeouf, impressionné par son travail dans Halls. Loin du beau gosse stéréotypé qu'un teenage movie pourrait dépeindre, Caruso y voit alors d'emblée comédien idéal afin que le spectateur s'assimile à son histoire, entre émotion et culture geek. Après visionnage de Fenêtres sur cour avec le cinéaste, peu de temps avant le tournage, LaBeouf accepte le rôle, s'imprégnant du climat anxiogène d'un huis clos. Parti à la rencontre de plusieurs personnes assignées à résidence afin d'obtenir leurs témoignages, il s'enferme pendant plusieurs jours dans une pièce close, bracelet à la cheville, afin de ressentir la douleur d'une détention à domicile. Il en fera d'ailleurs parallèle avec la prison, admettant que ce fut une torture quotidienne, difficile à imaginer. Une fois encore, LaBeouf s'implique plus que jamais dans la moindre de ses partitions, et ce peu importe l'enjeu ou l'univers artistique. Enfant star d'un milieu commençant déjà à le détruire, Paranoiac se dessine presque alors comme long métrage de la maturité pour le comédien, plus intimiste et audacieux. Deux mots devenant, nous le verrons plus tard, fer de lance de sa future carrière. A lot of times in movies that are targeted towards a certain demographic or a certain genre to have a tendency to be very one-notey and linear in its thinking, and the character is not human at all. People laugh, people cry, people all in the same, 20 minutes. You can go through all of them. And movies like this only work if you buy the character. Filmé dans les confins de la Californie, le tournage commence en janvier 2006, pour une durée de 4 mois. Pour l'anecdote, les maisons de Kyle et Turner, son voisin, seront en réalité éloignées d'une quarantaine de kilomètres, respectivement dans les villes de Whittier et Pasadena. Si cette expérience est une bénédiction pour Caruso, admettant avoir passé l'un des meilleurs moments de sa carrière, l'ambiance entre acteurs est-elle à l'image des comédiens? Méthodique. LaBeouf avouera par exemple ne pas avoir partagé le moindre mot avec David Morse, celui-ci ne parlant à aucun adolescent afin de garder climat anxiogène devant habiter leur performance. First time we really got to interact one-on-one was the fight scenes. The first thing David said to me was, "Duck, this is a real bat." And he's almost 7 feet tall.
He's a big man, and he's intimidating, and we wanted to rip each other's faces off. Those were real fights. It was a dirty fight when we fought. That was a fight. I mean, it's staged and whatnot, but it was full, intense effort. He wound up breaking 3 of his fingers in the fight scene. Attitude qu'il gardera jusqu'au dernier jour sur le plateau, devenant alors extrêmement chaleureux avec l'équipe. Vous savez tout. Paranoiac fut également moyen pour son réalisateur de découvrir le talent inné de Shia pour l'improvisation, profitant alors de dialogues plus modernes à l'image des jeunes de l'époque. Plusieurs scènes, notamment celle-ci, furent donc gardées par le réalisateur alors qu'aucunement prévues à l'origine. C'est dingue. Je pensais que tu m'avais entendu, excuse-moi. Je suis désolée. Ça fait rien. L'histoire ne dit pas si Caruso lui a dit « just do it », mais enfin bon, ça s'en rapproche. I get a lot of freedom. DJ allowed a lot of freedom because and I felt secure enough to be able to be free. And that's where all the intricacies came. If I wasn't allowed that freedom or allotted that time and space, it just wouldn't be there. With any other director, it wouldn't be there. It was just a kismet situation where everything's just sort of aligned. You can't treat every actor the same. You know, I've learned that I need to learn how to adapt and sort of learn what the best way is to direct that individual actor. And, I've directed some really, really good actors, and they all work in a different way, you know. And so you have to be able to adapt. You can't just be stuck in your mind with the way that you want to do it. Every movie's a little different, but it's always for me the main character and what their journey is that helps me decide the look and the feel of the movie. Le ton est donné, et malgré une accusation de plagiat à l'encontre de Steven Spielberg, DreamWorks et Universal par les héritiers de Cornell Ulrich, auteur de la nouvelle transposée par Hitchcock à l'écran pour manquement aux droits d'auteur, Disturbia, de son nom d'origine, débarque en salle le 13 avril 2007. Salué par une grande partie des critiques pour son rajeunissement de l'œuvre d'Hitchcock, intelligente et loin des teen movies classiques, le succès intervient surtout au box-office. Pour à peine 20 millions de dollars de budget, il en rapporte plus de 120 à travers le monde, pour plus de 400 000 entrées en France. Et puis, plus rien. Ou presque. Œuvre se perdant dans la carrière tumultueuse de son acteur principal. Hier adulé, aujourd'hui oublié, c'est pour la place ô combien importante que Paranoiac a dans mon cœur que je me sens obligé de le remettre au goût du jour. S'il évoque toute l'impuissance d'un homme n'étant plus que témoin du monde extérieur, on distingue aussi réalisme d'une situation incontrôlable, orchestrée par l'adolescent lambda dépassé par des événements aussi bien horrifiques qu'amoureux. Très vite, Paranoiac devient alors représentation de l'ado millénial par excellence. Solitude, romance, comédie, drame, tout ce qui fut caractère, à un moment ou un autre, de notre existence. Voilà pourquoi l'environnement thriller de ce récital fut certes l'une de ses réussites, maîtrisée et atypique, mais en aucun cas fer de lance de ma passion pour Paranoiac. Ce qui me frappe, c'est sa capacité à me faire rester jeune éternellement, me faisant vivre autant que me brisant d'une foutue nostalgie. Explication. On fait équipe ensemble demain? Avant l'éloge, légère analyse. Le voyeurisme, attirance à observer l'intimité d'une personne dans des conditions particulières, cherchant à y prouver jouissance ou excitation. Dépendance pouvant devenir mode de vie, amenant bonne dose de paranoïa à celui en étant victime, mais aussi, parfois, à son propre coupable. Qu'on se le dise, le cinéma fut toujours friand du sujet. Si Hitchcock nous plongeait évidemment dans cette angoisse en 1954, dont Paranoiac ne cachera pas ses origines, bien d'autres longs métrages en adopteront les tournures. 30 ans après James Stewart, c'est par exemple Brian De Palma qui ramènera voyeurisme à l'écran dans son Body Double. En 2002, Robin Williams devient lui addict d'un couple de clients dans Photo Obsession, autre forme de voyeurisme. Mais quand on pense à Paranoiac, on pense cette fois à l'ambition d'un thème remis au goût du jour. Caméra plus rapide, plus incisive, changement de rythme constant, le tout mêlé au questionnement de sa lignée et autres pléiades de références aux années 2000. Ici, c'est l'esprit torturé de Kyle Brecht, jeune adolescent assigné à résidence après avoir frappé son professeur d'espagnol, qui verra ce voyeurisme prendre tournure horrifique. Oui, Robert Turner, son voisin, développe goût évident pour la tuerie sanguinaire, que seul l'adolescent remarque. Autant vous dire qu'à 2 doigts de la tôle, il y a du boulot pour résoudre l'enquête. T'as du café et des donuts? Quand on fait une planque, il faut toujours avoir du café et des donuts. Sous couvert d'une relecture filmique, l'œuvre de DJ Caruso pourrait s'évaluer en 2 mots. Simple, mais efficace. Mise en place d'une tension crescendo, profondeur de ses personnages, réalisation proche des corps, technologie permettant mise en abîme cinématographique aidant à l'enquête, sous ses airs teenage, Paranoiac offre rajeunissement audacieux à cette fable du voyeur. Si l'on peut regretter quelques scènes propres au slasher et autres jumpscares attendus, en reste maîtrise impressionnante de la technique proposée par son auteur. Prenons par exemple la mise en place d'un simple objet devenant entité à part entière du long métrage.
les jumelles de Cale. Au-delà d'un lien évident avec l'appareil photo de James Stewart, celle-ci représente à elle seule l'œuvre, le héros et le spectateur. Fonctionnant comme un triptyque, elles sont moyens pour Cale de continuer à vivre malgré son emprisonnement, tout en incluant le spectateur dans ses frasques et proposant fil rouge narratif amenant à la découverte de Turner. Adoptant prise de vue subjective afin d'amplifier ce voyeurisme, entre ennui maladif et tristesse d'une vie défilant devant ses yeux, nous devenons alors acteurs de cette perversion, regardant par-dessus l'épaule de Cale comme témoin de ses faits et gestes. Mieux, incluant dynamique proche des corps, ces plans questionnent les limites de l'intime. Comme si Caruso filmait des actes que l'on devine pervers, tout en gardant chez son personnage balance romantique et, dans son sens le plus noble, pathétique de par ses agissements. Oui, le cinéaste se joue d'une tentation perverse, le transformant peu à peu en empathie liée au drame et à la souffrance de Cale. Car son regard ne saurait masquer vie d'adolescent que la société n'a pas épargné, faisant face à une femme, elle, dévorée par le monde. Jusqu'au paroxysme d'une des plus belles scènes d'amour que j'ai eu l'occasion de savourer, écho direct aux mœurs des deux protagonistes. T'essaies de décortiquer le monde, t'essaies de savoir pourquoi rien n'est en ordre, comme dans tes bouquins. Moi, je me contente de te regarder. Moi, je me contente de te regarder. L'acting de Shia LaBeouf et la claque de cette phrase « Moi, je me contente de te regarder », ça me fume à chaque fois. Sublimé par l'acting de ses comédiens et la prestation malsaine de David Morse, par sa science du suspense proche d'un regard à la David Fincher, Paranoiac n'est donc pas qu'un teen movie, mais bien une fresque minutieuse et percutante. C'est ici, alors que l'analyse tend à devenir plus personnelle, que je me vois changer de directive. Et si, au-delà du thriller, le long métrage de Caruso était symbole d'une jeunesse éternelle. Nostalgie bénéfique ou déprimante? Voilà la vraie question. Avant d'expliquer pourquoi, j'aimerais vous renvoyer la balle. Y a-t-il un film représentant votre génération, votre adolescence, regardé d'un œil à la fois amusé du passé, mais aussi douloureux de celui-ci? Y a-t-il un film que vous vous surprenez à voir lors d'une période particulière de votre vie, ressentant alors les émotions vécues lors de ce visionnage, ou tout simplement lors de votre existence au moment de cette découverte? Quelle place accordez-vous à la nostalgie? Oui, cette deuxième partie d'analyse sera très personnelle, peut-être même trop. Thérapie d'une mélancolie autodestructrice. Car Paranoiac n'est peut-être pas référence absolue du genre, mais s'il y a bien un film que je me surprends à regarder chaque printemps, fantasmant mes anciennes joies de l'adolescence, c'est bien lui. Il me suffit d'une réplique, d'un regard, d'une bande originale jonglant entre System of a Down et Kings of Leon, pour revenir à un sentiment béni, l'insouciance d'une jeunesse éternelle. Oui, de façon très particulière, Paranoiac me ramène, le temps d'une séance, à la folie de mes plus belles années. Par sa bande-son, le côté décomplexé de ses personnages, ou même la fraîcheur de Shia LaBeouf, il devient visage de son époque, pur produit des années 2000. Revoir ce film aujourd'hui, c'est en accepter la nostalgie de son temps, et ce jusqu'à l'apport technologique qu'il développe tout au long de son histoire. Des parties de Ghost Recon sur Xbox à la naissance d'iTunes, en passant par le côté old school de ses caméras et la chambre de Cale, temple geek, dont on devine clin d'œil à une multitude des plus grands groupes de rock de tous les temps, tout est fait pour que chaque minute nous ramène à cette époque révolue, mais ô combien chérie par ses personnages et son public. Ça aussi c'est dans le manuel du voyeur? Non, c'est pas du tout ce que tu crois. Je suis pas un voyeur. J'observe, c'est tout, et c'est normal. C'est les effets secondaires de l'ennui chronique. C'est à se demander si, quelque part, le réalisateur n'a pas joué de ses codes, sachant à l'avance l'émoi qu'il transmettrait à son public des années plus tard. Aujourd'hui, à l'heure où de nombreux films lorgnent vers le passé afin d'enrichir le présent, Paranoiac devient ode réaliste aux années 2000, comme le fantasme d'une nostalgie programmée, celle de notre propre existence à travers son histoire. Excite TikTok, Instagram et autres adolescents confinés bien avant le confinement, Paranoiac est un éloge à la vie, représentation teenage où l'enfermement devient une épreuve, et où voir le monde, le découvrir semble plus intéressant que n'importe quel réseau. Notion culturelle que notre société se voit de plus en plus perdre avec le temps. Rappelons d'ailleurs que même sa bande-son argumente cette idée, notamment un titre, en fin de séance, devenant irrémédiablement culte. Et maintenant? Gooster, One Man Wrecking Machine, ou l'acceptation nostalgique. Alors que le présent n'a plus aucun sens pour Ryan Miller, chanteur et guitariste du groupe, son morceau clame l'idée d'un homme achetant machine à remonter le temps, souhaitant revenir à l'époque du lycée, souhaitant revivre ses premiers émois, ses rêves d'adolescent,
ces moments inspirés, entre autres, d'événements cinématographiques. Toute l'essence mélancolique du morceau vient alors embellir, comme un symbole, la dernière scène du long-métrage. D'un point de vue analytique, difficile de ne pas y voir jeunesse éternelle, héritage laissé par Caruso afin de retrouver une part de notre adolescence à travers son œuvre, comme si Paranoiaque devenait symboliquement notre machine à remonter le temps, et qu'à l'instar de Gooster, chaque visionnage ramenait à nos rêves de l'époque. Nous acceptons alors, quelque part, jeunesse intemporelle ne pouvant nous abandonner. La question est de savoir s'il s'agit ou non d'une bonne chose. La nostalgie. Elle peut être perçue comme un mal-être, regret mélancolique d'une chose révolue ou d'un désir insatisfait. La mélancolie, elle, prône état de tristesse accompagnée de multiples rêveries. Dès lors, ces sentiments peuvent être un bien comme un mal, selon notre façon de les habiter. Quand je regarde Paranoiaque, je me sens piégé entre deux émotions. La première, positive, consiste à me dire qu'à chaque visionnage, je me rappelle période dorée de mon existence, dont j'ignorais alors ironiquement toute la magie. Comme si mon cœur d'adolescent continuait de battre, me permettant de garder espièglerie et amour pour les années 2000. À l'instar d'autres œuvres comme Malcolm, je revois les frasques de mon ancienne vie, où rien n'importait si ce n'est l'évasion et l'inconnu. Je revois mes ambitions, mes amours, mes heures passées à dévorer le monde, voyant dans cette banlieue américaine rêve de gosse. Mais avec le temps, l'âge et cette foutue nostalgie arrivent passation beaucoup plus terne. Peut-on en souffrir? Peut-elle devenir si pesante qu'à force de regarder dans le rétro, on finit par perdre le moment présent, emprisonné dans cette tristesse? C'est là que je me dis que pour un film drôle, on n'est clairement pas sur la vidéo la plus festive de l'année. Oh le boulet. Alors toi pour les conneries t'es champion. Il y a aucun risque qu'elle t'ait entendu. Tout le monde a entendu, même ma tante du Nebraska. Si vous n'aimez pas voir un vidéaste se livrer, cette fin de vidéo ne sera pas pour vous. Mais comme une putain de thérapie nommée Paranoiaque, je reconnais souffrir d'un excès immense de nostalgie, constamment tourné vers le passé à seulement 28 ans, au point de détruire mon présent. Comme convaincu que le meilleur est déjà derrière moi, je me revois dévorer ce film, découvrir le monde de la NBA, vivre mes premiers amours, ressentir quelque chose que je n'ai plus jamais vécu. Période bénie d'un temps si lointain. En opposition totale avec la jeunesse éternelle, cette nostalgie devient cas typique d'un mal profond et comme incurable. Et si c'était l'une des raisons me poussant à devenir passeur cinématographique? Et si cette peur du temps, cette peur de la mort me guidait vers l'envie de partager chaque point d'orgue de mon existence? Tout ce que je sais, c'est qu'avec le long métrage de DJ Caruso, je fus capable de continuer ma route vers un acteur qui deviendra l'une de mes références, Shia LaBeouf. Je sais qu'il me permettra toujours de mettre en image période de mon existence, aujourd'hui regardée avec tendresse et affection. Je sais que le moindre morceau de sa bande originale, la moindre note de Joe Zanelli me fera toujours me sentir adolescent, le temps de 90 minutes. Mais je sais également que, jour après jour, cette nostalgie peut causer ma perte. Autodestruction d'un monde que l'on ne regarde plus que vers le passé. Paradoxe d'un de mes films cultes, c'est tout ça, Paranoiaque. L'acceptation de mes peurs, dans un métrage que j'adore. L'envie de créer machine à remonter le temps, rien que pour revivre une époque révolue. Immense aveu d'échec lié à un film que j'aime plus que tout, symbolique d'une dépression nostalgique, c'est peut-être ça, vivre et mourir d'amour, pour le cinéma.